Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat, avec une émission spéciale sur la guerre au Proche-Orient. Ce soir, les frappes d'Israël continuent sur l'Iran, les installations nucléaires et l'organisation militaire sont visées. Hier soir, nous avons mené une nouvelle vague de frappes sur Téhéran. Nous avons frappé plus de 20 quartiers généraux de l'armée iranienne et de la force Al-Quds. Nous avons éliminé le chef des renseignements des gardiens de la Révolution et son adjoint, ainsi que le chef des renseignements de la force Al-Quds et son adjoint. Quel est le but du Premier ministre Netanyahou? Peut-il faire tomber le régime des Mollahs? Peut-il détruire ces bunkers souterrains où l'uranium serait enrichi? L'Iran était-il vraiment en train de fabriquer ses premières bombes? Réponse juste après ces titres. Et puis cette opération aérienne, elle a brutalement stoppé la perspective d'une reconnaissance de l'État palestinien par la France. La conférence que Paris organisait aux Nations Unies mercredi avec l'Arabie Saoudite a été annulée. Peut-elle être relancée? Quand? Comment? Et surtout avec qui pour incarner le futur des Palestiniens? Ce sera le thème de notre seconde partie d'émission. Mais d'abord, le point sur ce conflit aérien entre Israël et l'Iran, les cibles visées par Tsahal, la riposte de Téhéran, les dernières infos avec Jonathan Dupriez. Les projectiles fusent dans le ciel de Jérusalem. Pour la 4e nuit d'affilée, le système Dôme de fer tente de capter la pluie de missiles balistiques iraniens qui déferlent sur Israël en représailles à l'attaque du 13 juin. Mais tous ne sont pas interceptés par le bouclier antimissile. En témoignent ces importants dégâts sur la ville d'Haïfa. Nous avons reçu 3 alertes et nous sommes immédiatement entrés dans l'abri avec mes 5 enfants et le chien. J'ai fermé la porte et quelques secondes plus tard, nous avons entendu une forte détonation. Le bâtiment a tremblé, l'abri tout entier a tremblé. De son côté, l'Iran essuie toujours le feu israélien, avec comme cible prioritaire les installations militaires et nucléaires du pays. En attaquant Téhéran, l'État hébreu tente d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique et de développer des missiles balistiques. L'Iran, affaibli et isolé sur la scène internationale, tente de rallier les Européens à sa cause. Dans les circonstances actuelles, nous attendons naturellement des pays européens qu'ils s'attachent à mettre fin à l'agression, à demander des comptes à l'agresseur et à condamner les actions de ce régime contre les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Un appel qui a de fortes chances de rester lettre morte, d'autant que les États-Unis, alliés d'Israël et ennemis de l'Iran, préfèrent laisser les deux puissances régionales s'autogérer. J'espère qu'il y aura un accord entre eux. Je pense qu'il est temps de conclure un accord et nous verrons ce qui se passera. Mais parfois, ils doivent se battre. Mais nous verrons ce qui se passera. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait un accord. Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles, c'est la première fois que les deux pays s'affrontent militairement avec une telle intensité. L'escalade entre Israël et l'Iran ne semble en être qu'aux prémices. Le régime des Mollahs peut-il tenir? On en débat tout de suite avec Thierry Coville. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran, et vous publiez «L'Iran, une puissance en mouvement». C'est aux éditions Erol. Azadékian, bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Cité, directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes et de genre et auteur de ce livre «Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran» chez Bloomsbury. Didier Loras, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste en charge de la géopolitique, de la défense et du terrorisme à l'agence France Presse. Et Mickaël Darmon. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Éditorialiste politique. On va s'accrocher au dernier fait d'actualité. L'Iran qui a tiré aujourd'hui des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël. Thierry Coville, peut-être une première question sur les capacités militaires du régime des Mollahs, sur sa puissance militaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, alors ce qu'on savait, c'est les faiblesses de l'Iran, c'est son aviation, mais c'est assez simple. L'Iran a d'excellents pilotes, mais ils ne peuvent pas acheter d'avions depuis la Révolution du fait des sanctions. Donc ça, on le savait. Et le système de défense antiaérien aussi. Ils ont du matériel qu'ils ont construit eux-mêmes, ils ont du matériel russe, mais l'Iran, c'est 3 fois la France en termes de superficie. Donc manifestement, on le voit bien, ils n'arrivent pas vraiment à faire face à des attaques aériennes. Ce n'était pas nouveau. Alors leur force, si on peut dire, leur point fort, c'est vraiment le programme balistique. Alors je ne sais pas combien, moi je pense qu'il faut se méfier. Alors j'ai entendu dire le chiffre de 2000 missiles qui circulent, mais bon, ils en fabriquent aussi depuis un moment. Donc il y en a peut-être plus. Il y en a peut-être plus. Manifestement, ils comptent que là-dessus. Enfin, ils comptent surtout là-dessus. Alors, il y a un autre élément, c'est plus...
hypothétique, mais je pense qu'il faut bien y réfléchir, c'est qu'ils commencent à se dire, mais c'est plus une menace potentielle. Ils n'avaient pas pris la décision d'aller vers le nucléaire militaire, contrairement à ce que nous raconte. Alors on va. Non, mais je veux dire, pour répondre à votre question, je pense qu'ils se posaient la question de le faire comme une forme de dissuasion. Là, je pense qu'il y a pas mal d'Iraniens et même des gens qui n'aiment pas le régime qui commencent à dire ce serait peut-être une bonne idée. Mais on en reparle. Effectivement, on en reparlera. Ce sera évidemment un chapitre important de ce débat. C'est une guerre, Azadekian, très clairement, qui s'est ouverte. C'est une guerre qui a été déclenchée par Israël, contrairement au droit international, parce que la guerre préventive n'existe pas, à ma connaissance, dans le droit international. Donc j'ai été très surprise par la prise de position du président Macron, qui a soutenu cette, entre guillemets, guerre préventive. Parce que si on ne respecte pas le droit international, ça veut dire qu'on voudrait vivre dans un jungle où celui qui a plus d'arsenal militaire ou plus de pouvoir va effectivement dominer les autres. Donc déjà, premièrement, c'est une guerre aussi que la société iranienne n'a pas voulu. Et on voit la société qui effectivement est prise en étau entre un régime corrompu, dictatorial, répressif, qui continue à réprimer, et effectivement un Netanyahou qui envoie des bombes. Contrairement à ce qu'on a entendu dans votre reportage, il n'y a pas que des sites militaires et nucléaires. Moi, je parle avec des populations au quotidien. Il y a beaucoup de quartiers de Téhéran qui ont été détruits et énormément d'Iraniens, plus de 240 personnes tuées et plusieurs centaines de blessés. Donc c'est une guerre aussi contre la population iranienne et donc raison pour laquelle il faut tout faire pour arrêter ces destructions et cette guerre effectivement. Oui. Didier Loras, il y a une question d'opportunité aussi, c'est-à-dire que l'Iran est militairement affaibli parce que ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire les groupes qui la soutiennent le sont eux-mêmes, on peut dire ça ? Ah ben oui, on peut le dire. La situation, elle a changé de façon totale pour Israël depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est une nation traumatisée dans un très très grand état de faiblesse. Depuis, le Hamas a été réduit à pas grand-chose. Avec lui, toute la population civile de Gaza. Le Hezbollah a vu aussi sa direction décapitée. Alors, dans ces proxys, comme on les appelle effectivement, il reste les rebelles outils du Yémen, mais qui ne me paraissent pas forcément en capacité, comme le font l'Iran en ce moment, de déjouer les défenses aériennes d'Israël. Il y avait aussi la Syrie de Bachar el-Assad, qui était un allié de l'Iran qui a disparu, puisque Bachar a été renversé. Donc il y avait cette opportunité-là. Après, voilà, Thierry Coville en a parlé, l'opportunité de la question de l'imminence de l'arme nucléaire, c'est encore autre chose. Là, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de ça. Alors effectivement, et encore une fois, on va vraiment y consacrer du temps. Je vous propose une image de cette fin d'après-midi. Elle nous est parvenue il y a quelques minutes. Israël avait alerté en disant attention, en disant aux habitants de Téhéran, vous devez évacuer un arrondissement du nord-est. En fait, il visait les locaux de la radio-télévision iranienne. Regardez ces images. فضای غبارآلود استادیوم Alors, depuis ces images, la télévision, la radio-télévision a repris ses émissions en direct en continuant d'accuser et d'attaquer Israël. On est aussi dans une guerre de communication, évidemment, et d'image. C'est ce que vise l'État hébreu avec cette attaque. Justement, je pense qu'on le voit bien, je pense que c'est une méthode planifiée. Oui. Donc, il vise à décapiter les chefs. Qui vise, donc on nous dit initialement, au début, c'est quand même ce que M. Macron a dit. Donc oui, Israël, qui pose problème quand même. Israël a le droit de se défendre. Ah bon, je ne savais pas qu'ils étaient attaqués. Puis à cause du nucléaire. Pour répondre à cette question, je veux dire, en quoi attaquer la radio-télévision, c'est un rapport avec le nucléaire ? En quoi attaquer le dépôt d'essence, c'est un rapport avec le nucléaire ? On est dans un autre objectif. Alors, je pense, pour répondre à votre question, je pense que... Alors, faire tomber le régime des mollahs, là, je trouve que c'est un... Excusez-moi, c'est pas contre vous, mais c'est vraiment le cliché. Oui, mais... Non, mais on répète... Non, mais je pense que là, il y a l'idée de... On revient à ce qu'on a vu au Liban. C'est semer le chaos,
semer la panique pour éventuellement, effectivement, il y a eu une déclaration de Netanyahou au début sur... Ouais. Il a appelé la population iranienne à se soulever. Donc il y a l'idée de semer le chaos, qui est très clair actuellement, effectivement. Ouais. Mais est-ce que ça peut faire partie, Didier Laurent, je commence avec vous, je vous poserai la même question, clairement, ou peut-être un non-dit de la part de Netanyahou, je crois qu'il l'a évoqué, de faire tomber, effectivement, le régime iranien. Est-ce que c'est le vrai objectif, en fait ? C'est très compliqué parce que c'est toujours pareil, on l'a vu ne serait-ce que dans les 20 dernières années, quand on fait tomber un régime, on peut se satisfaire à courte vue de la disparition d'un régime ou d'un leader, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a après, donc peut-être qu'il a ça dans la tête. Moi j'ai surtout la sensation que Benjamin Netanyahou est dans une espèce de fuite en avant un peu euphorique où il a commencé la guerre à Gaza, après il a été frappé le Hezbollah au Liban, entre-temps il a frappé un petit peu les Houthis avec l'aide des Américains, maintenant il attaque l'Iran. On a l'impression que plus rien ne l'arrête, que tout marche pour lui, et puis évidemment, en sachant très bien qu'à partir du moment où la guerre va s'arrêter, c'est sa propre survie politique à lui qui va être en jeu. Donc, parfois c'est un peu comme Donald Trump, c'est quand même très compliqué de comprendre la rationalité de tout ça. Ouais. Parce qu'on est dans une fuite en avant permanente. Là, encore une fois, militairement, ça a l'air de bien se passer, mais à court terme, à long terme, bien malin, qui pourra le savoir. Un mot de Michael Darmon, je reviens vers vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on comprend qu'en réalité, et surtout depuis le 7 octobre, Netanyahou, comme d'autres, considère que l'époque, effectivement, se place en dehors du droit international, qui n'a plus aucune influence, ni importance, ni capacité de réguler quoi que ce soit. Donc, il est aussi, comme d'autres dans d'autres parties du globe, il est dans une logique de puissance régionale personnelle qui vient, comme il avait défini dès le lendemain du 7 octobre, redéfinir totalement le dispositif sécuritaire, dit-il, pour les 30 prochaines années dans toute la région. Et on voit bien qu'effectivement, il n'a que faire du fait que ça corresponde ou pas au droit international, considérant justement que vis-à-vis de l'Iran, le droit international n'a pas exactement été respecté de son point de vue. Donc il illustre bien le fait de cette époque, de ce début de siècle, où en fait le droit international, ce sur quoi on a été élevé, et a l'air d'être assez, enfin, en ce moment, obsolète. C'est quand même un régime affaibli, et honni par une part importante de la population. Donc j'entends bien que ce sont sans doute pas les missiles tirés depuis Israël qui vont faire tomber ce régime, mais quand même. Écoutez, le régime islamique d'Iran est déjà affaibli par des mouvements sociaux depuis 2018, ensuite 2019, ensuite Femmes et Liberté 2022, qui a été considéré par justement les commandants en chef des gardiens de la Révolution comme la menace la plus existentielle jamais posée au régime islamique d'Iran. Donc ce régime était fragilisé du fait de sa propre population, et la société civile iranienne effectivement était en train de monter et avait des acquis, il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, avec les bombes israélienne, effectivement, cette société civile, encore une fois, est très affaiblie. Tout le monde se terre, c'est-à-dire que les gens n'ont plus l'énergie, ni même, ne peuvent plus parler, ne peuvent plus aller à l'encontre de ce régime. Et quand Netanyahou demande aux Iraniens de renverser ce régime, mais c'est de la folie. Je veux dire, les gens sont sous la bombe. Je sais que leur préoccupation principale, c'est de ne pas mourir, d'une part, et donc demander aux Iraniens de se soulever sous les bombes, et grâce à qui? À M. Netanyahou, qui est, accusé de crimes de guerre à Gaza. Donc, et Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, qui hier a fait une intervention sur la BBC Persan, remerciant Netanyahou de ses frappes et demandant aux Iraniens de se soulever pour renverser le régime. Mais c'est hallucinant, et c'est pas possible. Donc ce n'est pas de l'extérieur que viendra la force qui pourra faire tomber le régime. Sont patriotiques. Alors après, ce que cherche Netanyahou, je suis d'accord avec vous, c'est de
semer le chaos en Iran même, notamment en espérant que les minorités ethniques et religieuses de l'Iran vont peut-être se soulever et mettre en péril l'intégrité territoriale du pays et de ce fait affaiblir à terme le régime. Didier, ensuite je reviens vers vous sur le réflexe patriotique. Un mot rapide, Didier Loras, et je vous redonne la parole. Juste, il se trouve que je discutais avant-hier avec un ancien des renseignements français qui connaît très bien la région et qui me disait il est possible que Netanyahou fasse une énorme erreur parce qu'il trouvait énormément, les services de renseignement israéliens trouvaient énormément de sources parmi la jeunesse très éduquée qui travaille notamment dans les hautes technologies. Là, en tuant des civils, potentiellement, il refait naître un sentiment nationaliste iranien, donc d'une façon ou d'une autre, il va servir le régime. Donc c'est le calcul, encore une fois, les calculs, on en fait tout le temps, on entre en guerre, et en général, il y en a forcément un qui s'est trompé. Donc je suis pas du tout sûr... C'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, mais c'est pas sûr que le calcul soit si bon que ça pour Netanyahou. Votre avis sur ce réflexe nationaliste? Non, mais si vous voulez, les chercheurs sont toujours mal à l'aise à commenter l'actualité à chaud, souvent une guerre. Il y a les printemps arabes, on était... malaise, etc. Mais par contre, ce qu'on connaît bien historiquement avec la population iranienne, je peux peut-être expliquer aux gens. Alors, s'il y a quelque chose que les Iraniens ne supportent pas, ça remonte, on va dire, déjà au 19e siècle, c'est qu'on leur impose un pouvoir de l'étranger. Je pense que c'est vraiment un pays qui a montré, c'était les Qadjars, ils ne supportaient pas la quasi-colonisation des Anglais et des Russes au 19e siècle. Rappelons aussi l'idée d'imposer un pouvoir de l'étranger, notamment de la famille Pahlavi. Donc, 1953... le Premier ministre élu à l'époque par le Parlement, donc Mossadegh, qui nationalise le pétrole iranien. Ça, c'est des faits que je dis, c'est pas, voilà, on n'essaie pas de défendre l'Iran, etc. Donc il est renversé par un coup d'État organisé par l'intelligence service et la CIA. 1979, la révolution iranienne. Alors la révolution iranienne, on ne sait toujours pas pourquoi elle a eu lieu, mais enfin, il y a un élément qui a sans doute joué, c'est l'idée que le Shah, le Mohammad Reza Shah, n'avait pas une légitimité, il avait été imposé de l'extérieur. Donc, je rejoins ce que disait monsieur, l'histoire aussi récente et l'histoire ancienne nous apprend que c'est très très dangereux, notamment en Iran, d'imposer un pouvoir de l'étranger. On peut avoir des résultats qui ne sont pas du tout prévus. Alors il y a une question qui se pose et je me tourne vers vous, Michael, c'est sur le rôle des États-Unis. Donald Trump a-t-il donné son accord pour bombarder ces sites nucléaires en Iran? Écoutez, les informations qui pouvaient nous parvenir 2 jours avant le début des opérations laissaient bien effectivement entendre que les Américains étaient quand même dans le secret, puisqu'on voit que dès le 11 juin, déjà, il y a une évacuation quand même des ambassades des pays arabes de la région. C'est bien que ça reposait sur autre chose qu'une intuition. Après, effectivement, et dans le même temps, quand on questionnait à Tel Aviv, on jouait les étonnés en disant « mais non, il ne se prépare rien du tout, on n'a rien du tout ». Bon, tout ça, on voit bien qu'on est vers le jeu de rôle. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous, on est dans une vraie répartition des tâches et des rôles. C'est-à-dire qu'il y a un blanc-seing qui a été donné, un calendrier et une feuille de route donnée par Donald Trump à Netanyahou, qui est de dire « OK, pour les installations nucléaires, il faut les détruire, mais attention, pas touche au régime, on ne touche pas aux personnalités du régime ». Cela étant, il y a eu ce week-end apparemment une identification du lieu où résidait, où se trouvait Khamenei. L'information est remontée, le guide suprême de la Révolution. L'information est remontée de la part d'Israéliens jusqu'à la Maison-Blanche. Et là, des agences de presse, tout d'un coup, prévenues par des officiels, ont fait savoir que le président américain a donné son veto, histoire de bien montrer encore, effectivement, qui décide en définitive. Donc, en fait, depuis le début, on a le good cop, bad cop entre les deux, parce que tout simplement, il y a cette répartition des tâches. Et cet épisode est assez éclairant sur les relations en ce moment entre Trump et Netanyahou, parce que Netanyahou a vraiment besoin que Trump soit de son côté, parce qu'il a compris qu'au sein de son électorat américain, au sein de la société américaine, on est quand même divisé sur l'opportunité d'intervenir ou pas en Iran. Et pourquoi Donald Trump, qui désigne l'Iran comme un ennemi principal, souhaite préserver quand même le régime? Alors, quand on a envie de se laisser aller à la facilité, on dit oui, il y a un petit côté oui, fait la diplomatie avec Donald Trump, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, il cherche à tâtons son Graal. Son Graal, c'est obtenir un accord diplomatique, en tout cas une victoire sur le tapis vert. C'est pour ça que depuis quelques jours, sur ce dossier particulier irano-israélien, il peut dire en quelques jours que les USA n'ont rien à voir dans cette guerre contre l'Iran, que jamais lui ne déclarera de guerre, tout en disant il admire les opérations du Mossad, c'est vraiment très très bien fait, et en laissant entendre qu'il est il a envie de s'impliquer dans le conflit. En
général. En réalité, en fait, le président américain qui a juré d'arrêter les guerres ne croit pas du tout en la diplomatie. Il croit dans le rapport de force. C'est pour ça que lorsqu'il appelle un accord, il appelle un accord à condition et une fois que l'Iran aura reconnu la suprématie militaire israélienne. D'ailleurs, ce soir, on entend qu'il y a des messages qui sont passés, effectivement, d'envie maintenant de la part des Iraniens d'aller autour de la table. On verra dans quelle mesure... Oui, il y a le Wall Street Journal qui publie un article disant qu'il y aurait un souhait de désescalade côté iranien. Et Donald Trump qui dit, je le confirme, ils veulent venir à la table des négociations. On verra si c'est encore un énième coup de théâtre, comme on a l'habitude de voir, ou si c'est une démarche importante. En fait, le président américain, une fois de plus, il incarne bien cette époque post-diplomatique qui valide la force comme étant un principe directeur de la géopolitique du chaos. Alors, je vais commencer par une question qui peut sembler un peu anecdotique et je m'en excuse en préalable à Zadekian, mais j'ai lu dans plusieurs articles que l'ayatollah Khamenei utilise des sosies pour se protéger. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Écoutez, c'est probable. Moi aussi, comme vous, je vois des images, mais je ne suis pas sur place, ni dans le secret de la maison du guide, comme on dit. Donc, je ne sais pas, mais c'est fort probable. Parce que finalement, sa vie, effectivement, est en danger, surtout après les frappes récentes. Donc, je n'exclus pas... Voilà, qu'il y ait des sosies. Bon, après, quand il nomme des gardiens de la Révolution, des commandants en chef, etc., c'est lui qui les nomme. Hein, donc, c'est pas ses sosies. Et c'est ça qui compte, en fait. Et justement, pardon d'interrompre, les gardiens de la Révolution, c'est ce que Israël communique, hein, en disant que plusieurs des chefs de ces gardiens ont été tués dans les frappes. Ils sont remplacés très, très vite. Enfin, est-ce qu'on est un peu dans la même mécanique? Toute chose égale par ailleurs, je compare ce qui n'est pas comparable, mais avec ce qu'on décrit à Gaza pour le Hamas, c'est-à-dire la faculté d'une organisation à se tenir. C'est pas comparable au Hamas d'abord, parce qu'on parle d'un État, on parle d'un régime qui a 46 ans. Ils ont réussi à se reproduire, hein. Donc à la fois concernant les scientifiques atomiques iraniens et aussi les militaires, ils sont interchangeables en réalité. Ça n'affaiblit pas Salami est tué, mais le lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui est nommé. Et vous avez bien vu que tout de suite après l'assassinat de Salami, le chef des gardiens de la Révolution, il a été remplacé et l'Iran a envoyé une salve de missiles vers Israël. C'est-à-dire que la structure militaire n'a pas été complètement déstructurée. Et sur le rôle des États-Unis, je commence avec Thierry Kovic, je reviens vers vous, Didier. Ce que décrivait Michael à l'instant, c'est un Donald Trump qui décide de préserver l'ayatollah Khamenei. Comment vous l'analysez, ça? Non, mais si vous voulez, moi, à la limite, je suis comme vous, j'étais surpris par cette attaque. Quand même, si vous voulez, on est complètement interloqué, parce qu'il y a eu quand même Donald Trump qui fait plein de cinéma. Ouais, s'il n'y a pas de négociation, j'attaque l'Iran. Alors, l'ayatollah Khamenei, au début, dit non, et finalement, il dit oui. Donc, il y a 5 négociations compliquées. Et si vous voulez, j'entends, si vous voulez, on va rester poli, dans les erreurs qu'on entend. Donc, oui, alors le narratif israélien complètement, de certains médias, il y avait 2 mois passés, donc juste un jour après 2 mois, on attaque. Alors, je suis un petit peu négociations jour par jour, elles sont compliquées. Déjà, on ne sait pas ce qui se dit. C'est que la presse. Et vous voulez, négociations, le 5e fois, effectivement, les Iraniens ont commencé à en avoir marre de Witkoff qui disait un jour, oui, vous aurez le droit d'enrichir l'uranium, le lendemain, il disait non. Donc, ils lui ont dit, on aimerait bien avoir des propositions écrites. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait des propositions écrites. Et il y a 2 éléments intéressants dans ces propositions. C'est pour ça que je suis surpris que d'un coup on nous dit les négociations ne marchent pas. Il y a 2 éléments. C'est de créer un consortium régional dont l'Arabie Saoudite ferait parler pour produire, je pense que c'était une bonne idée, de l'électricité nucléaire pour les États de la région. Les Iraniens ne sont pas opposés à ça. Le problème, c'est le lieu de l'enrichissement d'uranium. Donc ce que j'entends là, je vais vous laisser conclure, c'est que finalement Netanyahou il torpille aussi ce processus. Ce qui pose problème vis-à-vis de la réaction du président de la République française. Excusez-moi, parce que déjà c'est compliqué. Alors excusez-moi, nouveau concept, un pays qui attaque, est légal vis-à-vis du droit international. Non, ça n'existe pas. Il ne peut pas se faire d'attaque préventive d'après la Charte des Nations Unies. Donc, ce que dit le président français, c'est faux vis-à-vis du droit international. Même si l'Iran veut la destruction d'Israël. Alors, je veux dire, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient, si vous voulez, le narratif facile, et qui a bien façonné les esprits en Israël, c'est l'Iran dit ça, donc ils veulent construire la bombe atomique, ils vont nous attaquer. On rappelle aussi, peut-être les gens savent, au début, l'Iran arrête le programme nucléaire qui a commencé du temps du Shah, et ils le reprennent dans les années 80,
pour une logique de dissuasion comme nous, parce qu'ils sont attaqués par l'Irak et pas défendus par le droit international. Donc il faut quand même se rappeler tout ça. Ouais. Donc oui, alors sur les négociations, c'est ça qui pose problème avec la position française. Ah oui, alors donc Israël a le droit de se défendre et puis on ne veut pas qu'Iran ait la bombe atomique. Alors je me pose la question, pourquoi valider une attaque qui torpille des négociations, qui vise qu'on règle ce problème par la diplomatie. Vous voyez, je pose simplement cette question toute bête. Alors, c'est toujours compliqué d'analyser les choix de Donald Trump, Didier Loras, mais effectivement, comment vous analysez cet éventuel frein mis par le président américain à une attaque ciblant le guide suprême? Alors, déjà, moi, je voudrais être absolument convaincu qu'il a donné son feu vert directement. Deuxièmement, je me garderais bien d'essayer de comprendre ce que cherche à faire Donald Trump, parce que je dois dire que il n'y a que l'histoire qui nous le dira. Mais je voulais juste revenir un instant, parce que ça permet de faire le tour de pas mal de choses, sur ce qui était dit auparavant. Je pense effectivement que ni l'armée iranienne, ni les gardiens de la révolution ne sont décapités et comme ça dans une espèce de situation de sidération. Par contre, l'effet symbolique qu'ont réussi à faire les Israéliens, en l'occurrence le Mossad, les services secrets israéliens, de toute cette partie renseignement opérationnel qui leur a permis de placer des drones à l'intérieur de l'Iran et d'abattre très vite des très hautes responsabilités du régime, qu'elles soient idéologiques, militaires ou scientifiques, ça c'est une façon de dire on sait où vous êtes, on fait ce qu'on veut chez vous. Et effectivement, la puissance du Mossad à Téhéran est absolument terrifiante. Et ça, de ce point de vue-là, c'est quand même extrêmement fort. Ça m'intéresse d'essayer de comprendre pourquoi. Peut-être que Michael pourra nous éclairer là-dessus. Mais allez-y. Juste si je peux me permettre de conclure, la survie du régime, elle passe pas par là. La survie du régime, elle passe par la capacité de Khamenei à un moment de réagir, de sauver sa légitimité. Et encore une fois, ce qui a été dit tout à l'heure, ça passera par l'Iran, ça passera pas par des actions extérieures. Ça, on l'a bien compris. Azaleh qui en voulait intervenir. Oui, je voudrais juste dire, je ne partage pas votre avis sur Trump, c'est pas good cop, bad cop. Je pense qu'il a été mis au pied du mur par Netanyahou et il a été obligé d'accepter. Netanyahou lui aurait dit, de toute façon, je vais attaquer, que tu le veuilles ou non. Et donc Trump, pour sauver la face, a déjà acquiescé, mais c'était pas ce qu'il souhaitait d'une part. D'autre part, effectivement, s'il a épargné la vie de Khamenei, c'est parce qu'il veut effectivement négocier encore. Et les Iraniens sont toujours partants. Effectivement, on le voit aussi de la part des dirigeants iraniens qui disaient on arrête les frappes. Si Israël arrête les frappes, et on est effectivement d'accord pour revenir à la table des négociations. Mais sur les services secrets, je voudrais juste ajouter ça, de M. Younessi qui était ministre de renseignement de Rouhani, le président Rouhani jusqu'en 2021, a déjà déclaré il y a un an que les services secrets israéliens ont pénétré dans l'establishment iranien et qu'ils peuvent tuer qui ils veulent. Et donc, voilà. Donc, le service de renseignement le savait. Moi, la question que posent aujourd'hui les Iraniens, c'est si on porte mal son voile ou si on dit ceci et cela contre le régime, on est tout de suite arrêté par le service de renseignement. Mais comment se fait-il que vous n'avez pas conçu la capacité à... Absolument. Donc, vous savez que leur incapacité aussi est très mise en cause du fait des activités de Mossad à Téhéran. On parle du programme nucléaire iranien en détail pendant de longues minutes dans un instant, mais peut-être quand même votre avis sur cette opération, le rôle des services secrets israéliens, de ce Mossad et peut-être de ces complicités qu'ils trouvent dans la société iranienne, parce que c'est de ça dont on parle. En fait, exactement. C'est quand on considère et qu'on a parfaitement décrit l'état de l'opposition d'une grande partie de la population à l'égard du régime, c'est beaucoup plus facile de trouver des personnalités et des personnes ou des individualités à tout niveau, même au plus haut niveau, effectivement, on l'a souvent dit, donc du pouvoir iranien, de trouver des personnalités qui soient susceptibles, volontaires pour travailler pour Israël, travailler pour le Mossad. C'est intéressant de le constater parce qu'on l'a vu en Iran, on l'a vu également au Liban. La capacité de pouvoir frapper le Hezbollah procède de cette même logique. Il y a tellement de personnes qui étaient contre le Hezbollah que c'était assez facile de les trouver et de retourner des gens. En revanche, on ne le voit pas à Gaza.
C'est beaucoup plus difficile pour les Israéliens, même s'ils l'ont fait une fois ou deux, de pouvoir infiltrer et retourner à leur profit des sources, parce que là, il y a une fusion beaucoup plus forte entre les populations et le pouvoir. Oui. Alors, le chapitre, comme promis, consacré aux installations nucléaires iraniennes et à cet argument qui a été, on l'a cité, qui a été repris notamment par la présidente de la Commission européenne. Israël justifie son opération aérienne par l'accélération du programme nucléaire iranien. On écoute Ursula von der Leyen. Iran should never acquire nuclear weapons. L'Iran ne doit jamais, en aucun cas, acquérir l'arme nucléaire. Lors de mon appel avec le Premier ministre Netanyahou, nous étions bien sûr d'accord tous les deux sur ce point. Dans ce contexte, Israël a le droit de se défendre. L'Iran est la principale source d'instabilité régionale et nous avons toujours été très clairs, l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Iran can never have a nuclear weapon. Et j'accueille Steve Jourdain pour parler justement en détail de ce nucléaire iranien. Bonsoir Steve, bienvenue. Offensive israélienne, on l'a dit, qui s'inscrit dans le cadre d'un rapport, et on va rentrer dans le détail, publié par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un rapport en date du 4 juin dans lequel l'organisation regrette le manque de coopération de la République islamique. Elle affirme que Téhéran n'a pas déclaré ses activités dans 3 emplacements, Lavisan Shian, Varamin et Turkzabad, excusez, peut-être la prononciation n'est pas forcément bonne, des lieux où les inspecteurs ont été tenus à l'écart et où des traces d'uranium ont été détectées. L'AIEA fait par ailleurs un point sur le niveau d'enrichissement d'uranium dans les installations du pays. On rappelle, Thomas, que l'accord de 2015 signé entre l'Iran et les grandes puissances fixait la limite d'enrichissement à 3,67%. Et alors aujourd'hui, on en serait où? Ce niveau est d'au moins 60% selon les experts onusiens qui écrivent que l'accumulation rapide d'uranium hautement enrichi est très préoccupante, d'autant plus que ces 3 derniers mois, l'Iran aurait accru de 50% son stock d'uranium enrichi à 60%. Dans l'état actuel des choses, le pays posséderait suffisamment d'uranium pour fabriquer au moins 9 bombes atomiques dans un temps relativement court. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas. Non, l'AIEA ne le dit pas clairement. La formule retenue dans le rapport est la suivante. Tant que l'Iran ne l'aidera pas à résoudre la question des garanties en suspens, l'agence ne sera pas en mesure de donner l'assurance que le programme nucléaire de l'Iran est exclusivement pacifique. Mais l'AIEA rappelle aussi qu'aucun pays au monde doté d'un programme nucléaire civil ne détient autant de stocks d'uranium enrichi. Le taux nécessaire pour produire de l'électricité est de 3,65%. Avec ces 60%, l'Iran est donc largement au-dessus. On l'a bien compris, et c'est cette analyse des experts, ils ont connu une suite politique. Oui, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté une résolution déposée par Londres, Paris et Berlin. Elle a été approuvée par 20 pays sur 35 qui ont validé le rappel à l'ordre de Téhéran. L'AIEA demande à l'Iran un accès immédiat aux sites non déclarés, le retour sur le retrait de l'accréditation de certains de ses inspecteurs. L'agence exige aussi de rebrancher sans délai les caméras de surveillance sur certaines installations. C'est la première fois, Thomas, en 20 ans que l'agence dit aussi clairement que l'Iran a violé certaines de ses obligations en matière de nucléaire. Et alors justement, quelle a été la réponse de l'Iran sur ces... La République islamique a durci le ton et a annoncé la construction d'un nouveau site d'enrichissement. Elle prévoit aussi une augmentation de sa production d'uranium enrichi. Écoutez. Nous allons remplacer toutes les machines de première génération au complexe de Fordo par des machines avancées de 6e génération. Cela signifie que notre production de matière enrichie va augmenter de manière significative. Hier, les États-Unis et l'Iran auraient dû se retrouver à Oman pour un 6e round de négociations sur le nucléaire depuis le mois d'avril. Mais Téhéran a indiqué qu'elle ne discuterait plus tant que l'Iran serait attaqué. Les négociations sont donc de facto à l'arrêt, Thomas. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations. Alors, j'ai bien entendu vos arguments tout à l'heure, Thierry Coville, et donc je reviens en quelque sorte à la charge en m'appuyant sur ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Est-ce que oui ou non, l'Iran était en train d'accélérer? Oui, mais si vous voulez, je peux peut-être expliquer les choses. Je crois que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais bon, que les gens comprennent bien. Donc il y a cet accord de 2015, donc, qui est signé par l'Iran et les 5+1, donc les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne. Bien comprendre les choses historiquement, si vous voulez, parce que toujours facile d'écouter le point de vue israélien, mais voilà. Donc cet accord garantit que le programme
nucléaire iranien reste civil de 2015 à 2025. Donc effectivement, avec un taux d'enrichissement d'uranium de 3,7% pour produire l'électricité. Et l'idée de produire l'électricité en Iran à travers... Donc il faudrait construire des réacteurs, produire l'électricité grâce au nucléaire. L'Iran respecte cet accord. Donc c'est contrôlé, on parle de l'AIEA, le droit international. Il y a 11 rapports de l'AIEA qui montrent que l'Iran respectait cet accord, j'allais dire au gramme d'uranium enrichi. Il respectait. Donald Trump en sort en mai 2018. Alors là, c'est là où effectivement on peut se poser des questions. Alors qu'il en sort. Il déchire l'accord. Il déchire l'accord, c'est le plus mauvais accord, alors que l'Iran respectait, qui était validé par une résolution des Nations Unies. Quand même. Donc effectivement, et quand il le déchire, il n'y a pas besoin d'être un grand expert, etc., pour se dire, dans ce cas-là, au bout d'un moment, parce qu'il repose des sanctions contre l'Iran, ils vont sortir de cet accord. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin. Et c'est là où on peut se poser des questions quand même, de nouveau. Excusez-moi, parce que quand même l'Europe est impliquée. L'Europe a validé l'attaque israélienne. On peut se poser des questions quand je vois Ursula von der Leyen dire « Ah ben l'Iran ne devrait jamais avoir la moindre truc ». La question toute bête que je pose, ok, si c'était si important pour l'Europe, est-ce parce que l'Iran n'a pas... Excusez-moi, est-ce que c'est important que les gens comprennent bien? Entre mai 2018, parce que j'ai assisté à des réunions, et juin 2019, l'Iran a dit « Je veux rester dans cet accord ». Mais aidez-nous, les Européens. C'est pour ça que je dis ça. Les Européens n'ont rien fait. J'entends ces arguments. Et d'ailleurs, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Et on reviendra sur la position française. Mais alors, cet historique, il était très important. Merci de l'avoir refait. Mais ça ne répond pas tout à fait. Même si l'Iran a plein de raisons d'accélérer son pouvoir, est-ce qu'il était en train de le faire? Et à quel point était-il proche de fabriquer? Il y a deux, dans ce que j'écoute, les experts, etc. Bon, on va dire... comment lui dire, moi je suis à Paris, comment savoir les deux explications à cette, effectivement, ils ont commencé à enrichir l'uranium, aujourd'hui ils sont à 60%. Les deux explications, c'est que le seul moyen de pression qu'ils avaient contre les États-Unis pour les faire revenir dans l'accord, c'est effectivement de jouer cette carte et d'aller vers le plus tôt d'enrichissement uranium, en gros pour leur faire peur. D'accord, ce qu'on appelle une puissance du seuil. Alors c'est pas... C'est parallèle, effectivement, c'est un jour de moyenne pression. Effectivement, il y a l'idée de devenir une puissance du seuil, de tellement bien maîtriser la technologie nucléaire pour, si nécessaire, rapidement fabriquer une bombe. Voilà, c'est deux explications qui existent. Didier Loras, peut-être sur l'aspect, là aussi, service de renseignement israélien ou américain d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait des signaux d'accélération ou d'urgence, pour dire les choses? À votre connaissance, non. Je vois votre attitude. Non, mon attitude, c'est de dire je sais pas et de dire que si il le savait... C'est bien, il faut ça. J'adore quand quelqu'un sur ce plateau dit je sais pas. Je préfère ça que n'importe quoi. S'il le savait, il ne nous le dirait pas. Ou en tout cas, s'il le savait et qu'il l'avait dit, comme ils l'ont fait par exemple juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quand ils ont... Ce qui arrive de plus en plus fréquemment quand une puissance comme ça décide de déclassifier une information et la donner à tout le monde pour avoir un effet politique, voilà, on le saurait. Maintenant, je suis tout à fait d'accord à ce que disait Thierry Coville sur le caractère extrêmement technique. Il y a encore un autre élément technique qui est purement militaire, c'est qu'une fois qu'on maîtrise, qu'on a enrichi suffisamment d'uranium, il faut le réduire, il faut être capable de fabriquer une ogive, et cette ogive, il faut être capable de la monter sur un missile balistique qui est capable de le porter. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Il faut faire des essais. Voilà, il faut faire des essais. Et de ce point de vue-là... on n'a pas entendu, Mickaël. 1 an à 2 ans, ça prend. 1 an à 2 ans. Bon. Et de ce point de vue-là, l'Iran n'était pas une puissance du seuil, à ma connaissance. On en est encore loin. Après, que certains disent 2 ans ou que les Israéliens disent 6 mois, qui faut-il croire? Pour moi, on était quand même plus proche, semble-t-il, d'après ce que j'entends. J'ai absolument aucune compétence nucléaire technique, mais je pense qu'on en était encore assez loin. Azalekian, c'est pas la première fois que Israël vise des installations nucléaires en Iran. Il y en a eu... Non, c'est pas la première fois. Il y a eu, par exemple, des sabotages contre les installations nucléaires afin de retarder, justement l'enrichissement de l'uranium, les centrifugeuses, etc. Donc, et puis aussi attaquer le système informatique. Il y a eu tout ça par le passé. L'assassinat des scientifiques iraniens, également Fakhrizadeh, qui est considéré comme le père sous le régime islamique, justement, de nucléaire. Et voilà, donc c'est pas la première fois. Mais moi, je me rappelle, il y a au moins 20 ans que je fais des débats. Bon, ça me rajeunit pas, mais à chaque fois, on m'a dit, mais les Israéliens disent que l'Iran est tout près d'avoir la bombe.
Et 20 ans après, les Iraniens ne l'ont toujours pas. Pourquoi ? Ce n'est pas à cause des sabotages israéliens, c'est parce que la décision politique n'a pas été prise. Et donc, même si les débats entre un certain nombre de militaires et un certain nombre de politiques a toujours existé, continue à exister. Il y a quand même une question sur l'efficacité des frappes. Didier Loras, pardon, parce que vous n'avez peut-être pas non plus la réponse à la question, mais il y a notamment une bombe anti-bunker que les Américains fabriquent. Je crois qu'elle s'appelle, j'ai noté ça. GBU 57, j'ai noté ça. A priori, elle n'a pas été fournie par les Américains à Israël, c'est bien ça? Non, et effectivement, les Américains l'ont répété récemment, seuls les Israéliens n'ont pas les moyens de détruire complètement les installations iraniennes. Après, pour revenir sur tout ce qui a été dit finalement depuis le début, on sait très bien que à part Hiroshima et Nagasaki, l'arme nucléaire n'est pas utilisée. L'avoir, c'est pas pour l'utiliser, c'est pour dissuader. Et jusqu'à maintenant, précisément, les Iraniens estimaient avoir une force de dissuasion suffisante. Là, en les attaquant comme ça, effectivement, Israël nourrit l'idée à Téhéran que la dissuasion conventionnelle iranienne ou via ses proxys n'est pas suffisante et que donc la seule solution de s'en sortir, c'est justement d'aller vers la bombe. D'où l'idée, possiblement, que finalement tout ça est totalement contre-productif, y compris pour Israël lui-même. On voyait tout à l'heure les images de cette frappe aérienne israélienne sur la radio-télévision d'État. Dans la foulée de cette frappe, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme Israël frappera le dictateur iranien partout où il se trouve. Pourquoi disent-ils ça? Parce que la radio-télévision d'État iranienne, elle dépend directement du bureau de M. Khamenei. Il y a un lien qui est fait par la communication de Tsahal, de l'armée israélienne, sur cette frappe contre la télé. On parlait il nous reste quelques minutes, ça passe beaucoup trop vite, mais on parlait de la position française et vous disiez que l'Iran regrette l'absence de condamnation de l'opération militaire israélienne. Pas seulement par la France, l'Allemagne et l'Angleterre. On va écouter le porte-parole de la diplomatie iranienne là-dessus. Les trois pays, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, font partie des signataires de l'accord de Vienne. Ce document est toujours valable et si ces pays avaient respecté leurs engagements en vertu de ce document et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, ils auraient dû condamner très clairement les crimes du régime sioniste, en particulier contre l'installation nucléaire de Natanz. Thierry Coville, la position française, mais on pourrait citer les autres pays, elle n'est pas tenable du point de vue du droit international, même s'il ne pèse plus grand-chose, comme nous le disait Michael. Oui, surtout que l'Europe se revendique quand même, les questions des droits de l'homme, les questions des droits internationaux, donc là ça pose un énorme problème. Ça n'existe pas dans la Charte des Nations Unies, une attaque préventive, et de plus, comme je l'ai rappelé, on valide une attaque militaire qui remet en cause des négociations qui visent à régler ce problème de manière pacifique. Donc je veux dire, là, il y aurait une explication à donner. Oui, effectivement. Est-ce que finalement, Didier Loras, si on est un peu cynique, ces frappes israéliennes, elles n'arrangent pas aussi pas mal de monde ou d'autres pays dans la région? Là, c'est pareil, ça c'est un peu compliqué. Ça dépend combien de temps dure le régime. Donc évidemment, on pourrait dire dans l'absolu que la chute du régime et aboutissant à une situation, à un régime beaucoup plus pacifique, apaisé, ça arrangerait tout le monde, mais en même temps, les pays du Golfe, par exemple, étaient en train plutôt de se rapprocher de l'Iran, de multiplier les canaux de discussion. Et si on part sur une guerre qui dure des semaines et des semaines, voire des mois, avec la possibilité éventuellement que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, par lequel passe une partie absolument majeure du commerce international, tout le monde va y perdre. Donc, non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Je pense que tout le monde est quand même plutôt inquiet de ce qui va se passer, parce que, encore une fois, quand on commence à poser des cartes sur la table, on ne sait absolument pas l'issue du jeu. Et tout le monde peut y perdre. Ouais, notamment sur les questions économiques, effectivement, et notamment du marché du pétrole. Un dernier mot de conclusion, vous vouliez intervenir. Justement, je voudrais vous rappeler que l'Arabie Saoudite est parmi les premiers pays à avoir condamné avec force les frappes israéliennes. Ces condamnations continuent au jour d'aujourd'hui. Donc vous voyez bien que les pays de la région qui essayaient de normaliser leurs relations avec l'Iran n'avaient absolument aucun intérêt à voir la région s'embraser davantage. Il y aura des conséquences si ça continue aussi pour l'ensemble des pays de la région, pas seulement l'Iran. Et puis, aucun régime démocratique ne pourra sortir de largage des bombes. Il faut arrêter de penser que les bombes israéliennes vont créer un régime démocratique en Iran.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vos livres Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran, c'est aux éditions Bloomsbury, et l'Iran, une puissance en mouvement, votre livre est aux éditions Erol. Thierry Coville, merci encore d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat.